Mesdames et messieurs, chers sénateurs, chers membres, chers partenaires, chers participants, j'ai le plaisir de vous accueillir ce soir pour cette deuxième session de formation de notre cycle de création d'entreprise dédié aujourd'hui à la législation sociale monégasque. Je souhaite tout d'abord adresser mes remerciements en mon nom et en ceux de toute la Jeune Chambre économique à nos intervenants, donc Magaline Berti, Morgane Borgia, Philippe Brousse, que je laisserai Cédric présenter plus en détail ultérieurement. Et j'en profite également pour m'adresser à tous les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs présents pour leur rappeler la chance qu'ils ont d'entreprendre dans notre belle principauté. De la chance particulièrement de par la qualité et la proximité que nous avons avec nos institutions. Nous en avons un bel exemple ce soir et je tiens vivement à remercier la direction du travail pour sa participation fidèle chaque année à notre cycle de création d'entreprise. La Jeune Chambre économique de Monaco a en effet souhaité conserver ce cycle de formation fondamental pour tous les futurs entrepreneurs qui nous écoutent et nous regardent ce soir. Mais la Jeune Chambre économique de Monaco a également su se réinventer en créant l'année dernière 3 nouveaux pôles d'action: le développement de l'entreprise, le développement personnel et l'attractivité du territoire. Vous découvrirez prochainement de nouvelles actions menées par la Jeune Chambre économique, toujours dans le but de développer l'attractivité économique de notre principauté. Je vous invite bien sûr à suivre nos réseaux sociaux et vous rendre régulièrement sur notre site internet pour connaître nos prochains événements et notamment la suite du cycle de création d'entreprise dès jeudi prochain. Évidemment, je tiens à remercier l'ensemble de l'équipe du cycle de création d'entreprise de la Jeune Chambre économique menée par Cédric Mogard et à qui je vais à présent laisser la parole. Mesdames et messieurs, je vous remercie et je vous souhaite une excellente formation. Merci beaucoup Marion et merci à tous et à toutes pour votre présence. Bonsoir et bienvenue. Comme le disait Marion, rendez-vous donc dans ce second module du cycle de formation de création d'entreprise. Et alors ce soir, on est gâtés. Ce soir, on est gâtés parce qu'on a 3 intervenants, non pas un, non pas deux, mais 3 intervenants qui vont couvrir un spectre large, chacun dans leur spécialité, sur la législation sociale. Et donc, à ce titre, j'en profite pour faire un petit point avec vous concernant le programme de ce cycle, en vous donnant rendez-vous donc la semaine prochaine où nous aurons la chance de recevoir David de Pariente et Laurence Clapier du cabinet Gordon Blair concernant le statut du dirigeant social et les formes juridiques en principauté. Et puis, nous finirons en beauté le jeudi suivant, donc c'est tous les jeudis à la même heure, donc à 18 h. Et nous finirons en beauté avec notre cher Tony Guillemot. Alors, je ne sais plus si je vous ai donné l'information la semaine dernière, mais Tony, en fait, c'est lui qui a créé le cycle de formation de création d'entreprise il y a plus de 10 ans au sein de la Jeune Chambre. Donc, un grand merci à lui pour cette belle initiative qui a perduré et qui est utile à beaucoup de monde. À présent, j'en profite avant de laisser la parole à nos chers intervenants pour dire un grand merci au nom de toute l'équipe de la Jeune Chambre, un grand merci à nos partenaires. Donc un merci pour Atos Partners, qui est le partenaire global de la Jeune Chambre économique de Monaco. Un grand merci au Crédit Agricole Monaco également, qui est le partenaire du pôle entrepreneurship. Et enfin, un grand merci donc à Gordon Blair et à SMT qui sont les partenaires de cet événement. Et puis, donc, on aura la semaine prochaine, justement, David et Laurence du cabinet, justement, Gordon Blair. Donc, un grand merci au nom de toute l'équipe de la Jeune Chambre à tous ces partenaires qui nous supportent. Et donc, place à nos intervenants. Donc, j'ai le grand plaisir de laisser la parole à Magali Imperti, à Morgane Borgia et à Philippe Brousse pour les laisser nous éclairer justement sur beaucoup d'éléments de réponse concernant la législation sociale. Chers intervenants, merci en tout cas pour votre disponibilité. Et puis, je vous laisse la parole avec grand plaisir et je viendrai vous aider sur la partie questions-réponses tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez. Donc Magali Imperti, je suis donc directeur adjoint du travail et je suis accompagnée ce soir de monsieur Morgane Borgia qui est inspecteur du travail et Philippe Brousse qui est attaché au service de l'emploi. Donc en fait, pourquoi nous sommes 3? Parce que la direction du travail, comme je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard, la direction du travail regroupe 2 services, le service de l'inspection du travail et le service de l'emploi, même si la direction du travail a des missions qui lui sont propres. Alors ce soir, la présentation va se dérouler en 4 parties.
La première partie, on va un petit peu aborder le contexte légal autour de l'emploi en principauté. Puis, on va vous faire un petit aperçu ou un petit résumé du tissu économique de la principauté. Ensuite, on va aborder la politique en faveur de l'emploi et pour terminer, les actions à destination du public. Alors, quelques actions, on ne vous a pas tout présenté, mais les plus importantes. Alors peut-être pour faciliter les choses, oui, les questions, donc je pense que vous allez les rédiger sur le chat et on répondra à vos questions, bien sûr, à la fin de la présentation. Donc pour la première partie, le contexte légal autour de l'emploi, on est parti un peu large, mais pour vous expliquer un petit peu comment est organisé le gouvernement princier. Donc il y a un ministre d'État, hein, monsieur Pierre Dartout, qui a été nommé il y a quelques mois et qui est accompagné pour remplir ses missions de plusieurs conseillers ministres qui sont donc regroupés en fonction des activités. Donc nous avons le département de l'équipement, de l'environnement et de l'urbanisme qui est dont le conseiller ministre est Marie-Pierre Gramaglia. Ensuite, nous avons le département de l'intérieur avec monsieur Patrice Célario, le département des finances et de l'économie dont le conseiller ministre est monsieur Jean Castellini, les relations extérieures et la coopération avec monsieur Laurent Anselmi et pour ce qui nous concerne, donc la direction du travail, on dépend du département des affaires sociales et de la santé et le conseiller ministre est monsieur Didier Gamerninger. Pour le département des affaires sociales et de la santé, donc les missions du département, c'est de définir et de conduire les politiques publiques qui sont relatives au domaine de l'emploi et des relations du travail, de la médecine du travail, tout ce qui concerne les assurances sociales, aussi bien du secteur privé que du secteur public. Il a également comme mission la santé publique, et en ce moment, c'est un vaste sujet, enfin en tout cas un sujet d'actualité. Tout ce qui concerne l'action sociale, également la famille, les personnes âgées, les personnes handicapées. Donc pour remplir ses missions, bien sûr, il a la tutelle ou il dirige certains services dont le secrétariat du tribunal du travail, la direction de l'action et de l'aide sociale, la direction de l'action sanitaire, le service des prestations médicales de l'État. Il a également la tutelle du CHPG et bien sûr, donc la direction du travail. Alors la direction du travail regroupe, comme je vous le disais en introduction, 2 services, le service de l'inspection du travail et le service de l'emploi. Mais la direction du travail a également des missions propres. La direction du travail est notamment chargée de l'étude et de l'élaboration de projets de textes législatifs et réglementaires en matière du droit du travail, de l'application bien sûr de la législation et de la réglementation du travail, en informant notamment les employeurs et les salariés sur les modalités d'application. Elle a également en charge le suivi de l'application des conventions internationales en matière de droit du travail. Également le contrôle au sein de tous les établissements, qu'ils soient industriels, commerciaux, artisanaux, de l'application des dispositions légales et réglementaires concernant les conditions du travail et la protection des travailleurs dans les domaines de la sécurité, de l'hygiène et de la santé. Et enfin, la mise en œuvre de la concertation et de la négociation collective entre les partenaires sociaux. On a régulièrement des relations avec aussi bien les représentants des employeurs que des salariés. Au niveau de l'organisation de la direction du travail, donc le directeur du travail, c'est madame Pascale Palanca, donc je suis son adjoint. Et nous avons 2 chefs de service. Donc pour le service de l'inspection du travail, madame Corinne Van Claveren et pour le service de l'emploi, madame Emmanuelle Célario Florio. Alors monsieur Borgia va vous présenter les missions du service de l'inspection du travail. Morgane. Merci Magali. Alors j'espère que tout le monde m'entend. Donc, en ce qui concerne le service de l'inspection du travail, donc ce service, il assure l'application des dispositions légales concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession. Ce service, il a pour particularité de suivre et d'accompagner les employeurs de la principauté dans toutes les étapes de la vie d'une société. Pour mener à bien ces missions, le service de l'inspection du travail, il s'est organisé en 2 divisions.
une division droit du travail et une division hygiène et sécurité du travail. Ce que je vous propose de faire maintenant, en fait, c'est tout simplement de regarder quelles sont les missions afférentes à chacune de ces deux divisions pour qu'on comprenne à quel moment et dans quel cadre elles vont intervenir au niveau de la création d'une entreprise, mais aussi et surtout plus généralement dans la vie d'une société de manière générale. Commençons tout d'abord avec la division hygiène et sécurité du travail. Donc, les nombreuses missions qui sont afférentes à la division hygiène et sécurité du travail, elles peuvent s'articuler autour de 3 axes. Le premier, c'est l'axe qui est relatif au permis de construire. Le second, c'est celui qui est relatif aux travaux. Et enfin, on a l'axe qui est relatif aux domiciliations de siège social, que ce soit une première domiciliation ou que ce soit un transfert de siège social. En ce qui concerne donc le premier axe qui est relatif au permis de construire, donc on a besoin d'un permis de construire à partir du moment soit où on construit un immeuble, par exemple, vraiment au sens strict du terme, mais également à partir du moment où on aménage, où on réaménage, où on redéfinit l'espace d'un local qui est déjà existant. Abattre une cloison, monter une cloison, ça demande un permis de construire. Lorsqu'on fait la demande d'un permis de construire, on la fait auprès de la direction de la prospective de l'urbanisme et de la mobilité, qu'on appelle plus facilement l'ADPUM. Cette demande, elle est généralement faite par un architecte et c'est vraiment ce permis qui est un peu le sésame pour soit construire un immeuble, soit modifier un local qui est déjà existant. Si c'est la DPUM qui réceptionne ce permis, la DPUM va ensuite demander l'avis d'un certain nombre de services de l'administration, dont le service de l'inspection du travail, qui délègue cette mission à la division hygiène et sécurité du travail. L'idée étant, dans le cadre de l'étude d'un permis de construire, d'apprécier si la phase de travaux, de chantier, mais également la phase finale, répond bien aux normes d'hygiène et de sécurité de la Principauté de Monaco. À partir du moment où vous avez obtenu votre permis de construire, on passe au deuxième axe, donc au deuxième champ d'application de la division hygiène et sécurité du travail, c'est l'axe relatif aux travaux. Après le permis de construire, donc, notre service va assurer tout le suivi d'un chantier en matière d'hygiène et de sécurité ou le suivi des travaux dans un local. C'est relativement vaste au niveau de ce que ça implique. Ça implique donc de vérifier que les travailleurs travaillent dans de bonnes conditions. Pour des exemples très classiques, ont-ils bien des équipements de protection individuelle ou à défaut des équipements de protection collective? Travaille-t-il, par exemple, si on est sur des travaux en hauteur, travaille-t-il sur des échafaudages et non pas sur des échelles? Un chantier dispose-t-il d'une base libre? Autant d'éléments qui sont véritablement afférents aux bonnes conditions de travail pour des salariés. Une fois que l'on a terminé nos travaux, qu'on a terminé notre chantier, on va passer donc au troisième axe qui est la domiciliation de l'activité. Pour ce faire, l'architecte qui est généralement à l'origine donc, du dépôt de permis de construire, puisque généralement on passe par un architecte de la Principauté de Monaco, va faire ce que l'on appelle de manière technique une demande de récolement. C'est tout simplement une réunion qui est organisée avec plusieurs services de l'administration, dont le service de l'inspection du travail, pour vérifier que, entre le permis de construire qui a été accordé et la réalisation des travaux, on est bien concordant. L'idée étant de vérifier que ce qui a été validé sur un permis de construire a bien été ensuite exécuté au niveau des travaux pour être sûr, 1, que le bâtiment il est apte à recevoir le public, et 2, que potentiellement on peut derrière recruter du personnel. À l'occasion de cette visite de récolement, les différents services de l'administration vont faire des observations que l'on appelle, selon l'expression consacrée, des prescriptions. Ces prescriptions, elles vont permettre et elles vont conditionner en fait l'ouverture du bâtiment et ensuite la réception du public, puis éventuellement le recrutement de salariés. Pour le troisième point, en ce qui concerne le recrutement de salariés, il est très important de faire attention aux prescriptions qui sont édictées par la division hygiène et sécurité du travail, puisqu'elles peuvent véritablement conditionner l'accord ou le refus d'embauche. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez faire un dépôt de dossier employeur auprès du service de l'emploi, lequel va le transférer au service de l'inspection du travail, un agent de la division hygiène et sécurité du travail va systématiquement se rendre dans le local et vérifier si toutes les prescriptions qui ont été faites lors du récolement ont bien été levées.
Ces prescriptions, elles vont concerner vraiment tous les aspects de la vie d'un salarié, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des sanitaires, est-ce qu'il y a des vestiaires, est-ce qu'il y a un accès à la luminosité, est-ce que l'espace de travail est suffisant pour accueillir X salariés. Si toutes les prescriptions ne sont pas levées, cela peut aboutir à un refus d'embauche, c'est-à-dire que l'employeur ne pourra pas procéder à de recrutement tant qu'il ne se sera pas plié à toutes les exigences de l'agent et de ses prescriptions. Ça, c'est véritablement pour les 3 principaux axes, les actions de la division hygiène et sécurité du travail. Au-delà de ces axes qui encadrent la création de la société, tout au long de la vie de la société, les agents de la division hygiène et sécurité vont continuer d'intervenir auprès des sociétés, tout simplement pour les suivre au niveau de ce que l'on appelle les visites périodiques. Les visites périodiques, elles concernent en fait les différentes vérifications à intervalles de temps réguliers que doivent réaliser les sociétés. Quand je suis une société et que je dispose d'un local, je dois vérifier par exemple que mes installations électriques sont aux normes. Cela se fait tous les 3 ans. Pour les installations des dispositifs incendie, cela se fait tous les ans. Il existe bien d'autres types de vérifications. Par exemple, si j'ai un restaurant, la vérification des bacs à graisse. La division hygiène et sécurité du travail tient à ce titre un classeur dans un logiciel informatique qui répertorie en fait toutes les sociétés avec les vérifications qu'elles ont à faire. Ils reçoivent des alertes lorsqu'il est temps pour la société de faire ces vérifications et elle va veiller en faisant des visites justement que ces vérifications sont bien opérées par les différentes sociétés. Enfin, dans le contexte sanitaire que l'on connaît, la division hygiène et sécurité du travail s'est vue attribuer une nouvelle mission, celle de veiller au respect des normes, on va dire, anti-Covid, c'est-à-dire la distanciation sociale, le port du masque. Alors, on en entend tous parler, notamment actuellement dans la presse, quand on peut lire qu'il y a eu des fermetures administratives de restaurants pour X jours pour non-respect des mesures sanitaires. Alors, c'est pas forcément, ça n'est même pas forcément de la division hygiène et sécurité du travail, puisqu'il y a d'autres services qui sont concernés, mais ça peut également émaner de notre service et d'un constat lors de contrôles, lors de visites, de non-respect des règles en matière sanitaire. La partie restauration, c'est la partie vraiment émergée de l'iceberg, c'est-à-dire c'est ce qu'on voit parce qu'on peut le lire dans la presse, mais en réalité, nos agents sont sur le terrain dans tous les secteurs d'activité. Voilà un peu pour ce qui concerne la division hygiène et sécurité du travail. Passons maintenant à la division droit du travail. Alors, cette division, elle a véritablement vocation à devenir un interlocuteur privilégié d'une société à partir du moment où elle va recruter son tout premier salarié. Parmi les missions de la division droit du travail, on retrouve le fait d'informer les employeurs et les employés sur toutes les questions relatives au droit du travail, le fait de traiter l'ensemble des dossiers qui sont relatifs à cette matière, d'octroyer des dérogations dans le cadre de dispositions prévues par les textes en vigueur, de concilier dans la mesure du possible les parties en litige, de vérifier que les employeurs remplissent bien leurs obligations légales, puisque, vous le verrez, plus vous allez employer de salariés, plus vous allez avoir d'obligations. Par exemple, quand vous allez atteindre le seuil de 10 salariés, vous allez avoir l'obligation d'établir un règlement intérieur et de désigner un référent harcèlement. À partir du 11e salarié, obligation d'organiser des élections des délégués du personnel. À partir de 40 salariés, obligation d'accueillir un délégué syndical. Au bout de 50 salariés, en fonction de la nature de votre activité, obligation d'organiser un comité hygiène et sécurité. Enfin, dernière mission qu'on pourrait citer, le fait d'analyser les projets de licenciement individuel pour suppression de postes et collectifs. Je souhaite juste faire une petite aparté. Trop souvent encore aujourd'hui, on cantonne le service de l'inspection du travail et ses agents à un rôle de contrôle. Alors certes, on est des agents de contrôle, on a pour but de veiller au respect des différentes dispositions légales applicables dans notre principauté. On peut sanctionner si elles ne sont pas respectées. Pour autant, ce serait véritablement occulter toute la partie conseil, aide et accompagnement qu'on offre également aux sociétés. On est très conscient du fait que quand on est chef d'entreprise, on est rarement juriste et on est encore plus rarement juriste spécialisé en droit du travail. C'est notre travail à nous d'être des sachants et de vous communiquer les informations qu'il faut pour que vous respectiez les règles du jeu. Donc, vraiment, je profite d'avoir cette tribune ce soir pour vous dire, n'hésitez pas à aucun moment à nous contacter, quelle que soit la difficulté que vous rencontrez, et on est là pour vous dire quelles sont les règles applicables, mais également pour vous aider à trouver des solutions. Donc voilà un petit peu la présentation que je pouvais faire du service de l'inspection du travail.
Et on va pouvoir passer maintenant au service de l'emploi. Merci beaucoup. Merci Morgane, bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez. Je vais donc du coup ce soir vous présenter donc du coup le rôle du service de l'emploi et donc plus précisément vous présenter donc du coup deux pôles très importants donc du coup du service de l'emploi. Le premier pôle donc du coup qui est le pôle qu'on appelle donc le pôle placement qui va gérer donc du coup le suivi donc du coup des demandeurs d'emploi qui sont inscrits auprès de notre service. Donc donc ce pôle est vraiment donc du coup géré par plusieurs conseillers emploi, dont les missions du coup sont d'informer, d'orienter et donc de placer ces demandeurs d'emploi et surtout de leur attribuer donc une assistance et un suivi personnalisé dans le cadre de leur recherche. Ce pôle aussi donc du coup fait office de gestion du, régime d'animation du chômage, puisque donc du coup le service de l'emploi fait office d'antenne donc du coup Pôle emploi pour nos demandeurs pardon qui sont inscrits. Ce pôle aussi donc du coup est en charge de l'enregistrement de toutes les offres d'emploi qui sont donc du coup communiquées par tous les employeurs de la principauté et donc du coup, bien sûr de présenter en fonction des critères qui sont du coup précisés donc du coup sur ces offres, des candidats prioritaires qui sont donc inscrits sur ces listes. Ces conseillers emploi donc vont veiller donc aussi au contrôle du respect justement de la loi 629 du 17 juillet 1957 qui tend donc du coup à réglementer donc toutes les conditions d'embauchage et de licenciement donc du coup en principauté. Et donc ça donc du coup c'est concernant donc du coup le pôle placement et donc l'autre pôle donc du coup très important donc c'est le pôle donc ce que l'on appelle permis de travail, donc qui va concerner donc du coup justement donc la deuxième partie donc du recrutement, donc l'enregistrement de toute demande d'autorisation d'embauchage et de permis de travail, la délivrance aussi donc du coup de ces permis de travail et toute, éventuelle étude statistique et analytique justement sur, le marché de l'emploi et ses différentes perspectives. Donc, comme vous l'avez bien compris, la direction du travail, donc, du coup, et ses services, heu, est une direction, du coup, de l'administration assez atypique puisqu'on est autant tourné, donc, du coup, vers l'extérieur en échangeant, donc, du coup, avec des acteurs privés, que ça soit, donc, du coup, des acteurs, donc, de la principauté, mais également, donc, du coup, étrangers, donc français ou italiens, comme, donc, du coup, la préfecture des Alpes-Maritimes ou l'agence, Pôle emploi, donc, du coup, à Menton. Mais aussi également donc du coup on travaille donc du coup beaucoup avec d'autres directions de l'administration, comme l'Office de la médecine du travail, la direction santé publique, la direction de l'expansion économique, la direction de l'urbanisme, de la mobilité, la direction des travaux publics. Ce sont du coup toutes des administrations où on va vraiment travailler en collaboration afin de traiter au mieux en fait toutes les demandes, que ce soit donc du coup des embauches ou toute autre demande. Donc je vais donc du coup commencer par vous parler donc du coup plus précisément, du recrutement en principauté puisque c'est une procédure bien particulière qui, à la principauté, puisque le recrutement à Monaco est soumis donc à autorisation. Donc la principale référence juridique, comme je vous l'ai précisé juste avant, du recrutement en principauté est la loi 629 du 17 juillet 1957, donc réglementant les, conditions d'embauchage et de licenciement à Monaco. Donc les principes donc du coup, sont très simples, hein. Dès son article 1er, il est précisé voilà qu'aucun étranger justement ne peut occuper un emploi s'il n'est titulaire d'un permis de travail. Et que notamment donc tout employeur qui entend embaucher ou réembaucher un travailleur de nationalité étrangère doit obtenir préalablement à l'entrée en service de ce dernier une autorisation écrite par la direction du travail. Donc cette loi aussi donc met en place, tous les moyens de contrôle justement donc du coup du service de l'emploi, notamment donc du coup par son article 3 ou donc par le dépôt d'offres d'emploi. Donc il est précisé que toute offre d'emploi doit être déclarée par l'employeur à la direction du travail et par le service de l'emploi, qui lui adresse donc du coup dans les 4 jours francs,
le ou les candidats prioritaires à l'emploi. Donc, elle précise donc, du coup également justement donc, les différentes conditions d'accès donc, du coup à l'emploi. Donc, par les critères donc, du coup de nationalité et résidence. Donc là, on parle de candidats prioritaires. Donc, sont considérés donc les candidats prioritaires donc les personnes de nationalité monégasque, les personnes résidant en principauté et également donc, du coup les personnes résidant en commune limitrophe à la principauté ayant déjà eu auparavant donc, du coup un permis de travail à Monaco. Donc, les autres conditions donc également d'accès à l'emploi que cette loi donc du coup va préciser, c'est également donc le rôle de l'Office de la médecine du travail, puisque aujourd'hui c'est le médecin du travail qui a compétence donc du coup pour donner un avis d'aptitude médicale pour l'accès donc du coup du demandeur à l'emploi. Un autre donc du coup service qui va être aussi dans la boucle pour la délivrance donc du permis de travail et la direction de la sûreté publique dans le cadre donc du coup d'une enquête administrative. Donc justement, pour un peu plus étayer les différentes étapes concernant donc l'embauche donc du coup en principauté, donc tout part du formulaire d'offre d'emploi que vous voyez donc du coup à l'écran. Donc c'est un formulaire unique pour toute demande. Mais après, bien sûr, donc du coup, on est toujours donc du coup friand et demandeur de toute annexe pour nous donner donc du coup le plus d'informations possible pour pouvoir traiter au mieux votre demande. Donc, dès le dépôt d'offre d'emploi, le service de l'emploi donc du coup a seulement 4 jours francs pour pouvoir donc du coup vous présenter des candidats prioritaires qui sont inscrits auprès de notre service. Donc, ces candidats se présentent directement à vous. Aujourd'hui, à cause de la crise sanitaire, ils sont convoqués directement par email. Donc, au moins, donc, du coup, ils peuvent revenir vers vous le plus rapidement possible. Et vous avez donc, du coup, bien sûr, l'obligation voilà, de regarder donc, du coup, et de recevoir, manière téléphonique ou visuelle, tous ces candidats. En parallèle, justement, vous recevrez donc, du coup, un formulaire d'accusé de réception confirmant justement la prise en charge donc, de votre offre d'emploi. Et c'est un formulaire donc, du coup que vous devez conserver puisque lorsque vous avez fait le choix justement du candidat que vous souhaitez recruter, vous devez donc du coup nous le retourner dûment complété avec toutes les informations justement concernant cette personne. En même temps du coup que ce formulaire d'accusé de réception, vous devrez aussi bien sûr nous communiquer le retour des candidats prioritaires qu'on vous a éventuellement présentés. Donc on demande toujours d'avoir un retour complet et objectif par rapport à tous ces candidats. Si jamais donc, enfin du moins, lorsque la candidature que vous avez présentée est validée par notre service, donc nous éditons le formulaire de demande d'autorisation d'embauchage et de permis de travail que vous voyez à l'écran juste ici, qui est présenté comme un contrat, qui vous sera du coup complété justement avec les informations relatives au contrat, signé donc du coup par les deux parties, donc employeur et salarié, signifiant donc du coup leur accord justement concernant les informations relatives au contrat. Et à nous retourner donc du coup au plus vite puisque ce document vaut également donc pour immatriculation donc du coup du salarié auprès des caisses sociales de Monaco. Donc pour ouvrir donc du coup ses droits auprès des caisses sociales de Monaco. L'enregistrement donc du coup de ce document aussi lance le circuit de délivrance justement du permis de travail par les différents organismes puisque comme je vous l'ai précisé donc du coup par la loi 629, il y a donc du coup d'autres organismes qui se positionnent. Donc, suite à l'avis de l'Office de la médecine du travail à travers donc du coup un questionnaire médical et suite à l'enquête administrative donc du coup menée par la direction de la société publique, vous recevrez donc du coup le permis de travail que vous voyez juste ici. On vous a mis un petit exemple. Donc vous le recevrez donc du coup par voie postale où vous avez justement la partie du bas qui est détachable que vous devez donc directement remettre au salarié pour qu'en cas de contrôle, qu'il puisse présenter justement un document justifiant de son autorisation de travail. En cas de CDD ou en cas de toute modification du contrat de travail, par exemple, donc, du coup, une modification de l'horaire, de la qualification ou même du salaire, vous n'avez pas à repartir de zéro et à reprendre toute la procédure. Nous avons donc du coup un formulaire prévu à cet effet, qui est le formulaire donc du coup de demande de renouvellement ou de modification de contrat de travail que vous voyez ci-joint et que vous devez donc simplement nous présenter pour pouvoir rééditer donc un permis de travail
avec donc du coup les nouvelles informations. Donc ça, donc c'est la procédure concernant donc du coup le recrutement donc en principauté, et je vais donc de nouveau laisser la parole à Magali Imperti pour évoquer donc du coup la deuxième partie de notre présentation. Magali. Oui, merci Philippe. Alors comme vous l'avez compris, hein, aussi bien, les présentations de Morgane que Philippe, il faut savoir que aussi bien, le service de l'inspection du travail que le service de l'emploi, mais aussi la direction du travail, nous sommes à l'écoute aussi bien des employeurs que des salariés, et qu'il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter pour la moindre question, plutôt que de faire, des choses qui sont pas correctes. On est toujours à l'écoute des employeurs, même en matière de recrutement. Effectivement, on a des candidats prioritaires, et vous êtes obligés en tant qu'employeur de recevoir les candidats prioritaires, et si vous ne souhaitez pas recruter ces personnes, d'avoir un retour objectif sur les raisons qui font que vous ne retenez pas, un des candidats prioritaires qui vous a été présenté. Donc je vois qu'il y a quelques questions, mais on y reviendra après sur, justement la préférence nationale. Alors, maintenant on va parler du tissu économique, de la principauté. On trouvait intéressant, de vous parler un petit peu de qu'est-ce que la principauté en matière d'emploi, d'entreprise, d'offres d'emploi, pour vous donner un peu des chiffres et que vous ayez, une idée. Donc au niveau des entreprises, au 31 décembre 2019, alors on n'a pas encore les statistiques à fin décembre 2020, mais bon, ça a un petit peu bougé, j'imagine, mais ça vous donne quand même une idée. Au 31 décembre 2019, il y avait 6 182 entreprises et 6 112 une année avant, donc ce qui fait une augmentation, de 70 entreprises. Au niveau de la taille des entreprises, il faut savoir que Monaco est constitué, en grande majorité de toutes petites entreprises, puisque 75,80 des entreprises, n'ont que, un nombre de salariés inférieur à 5. Donc c'est vraiment, une un pays assez atypique en matière donc d'entreprise. En deuxième position, nous avons donc les entreprises qui ont entre 5 et 10 salariés, qui représentent 11,55. Ensuite, entre 10 et 50 pour 10 entre 50 et 200, c'est 2 des entreprises, et supérieur à 200, vous voyez, c'est très, très petit puisque c'est, 0,57. Alors, on a aussi ce nombre important d'entreprises, inférieures à 5 salariés, parce qu'à l'intérieur, on retrouve les employeurs gens de maison. Donc, il y a beaucoup d'employeurs, mais forcément peu de salariés. Généralement, c'est 1 ou 2 personnels, qui dépendent de ces employeurs de maison. Au niveau des entreprises entre 50 et 200 salariés, on a à l'intérieur, par exemple, 10 agences d'intérim. Et supérieur à 200 employés, ça représente 34 entreprises. Voilà, donc ce qui est pas beaucoup. Alors après, on vous a fait un graphique, qui représente d'un côté les salariés en emploi et de l'autre côté les entreprises, hein. Vous voyez que depuis 2015, le nombre, est croissant. Donc forcément, il y a plus d'emplois que de salariés, puisqu'un salarié peut occuper plusieurs emplois. Donc s'il est à temps partiel, par exemple. Mais la courbe, vous voyez, elle suit à peu près la même logique, que ce soit aussi bien salarié emploi qu'entreprise. Au niveau des activités économiques, le premier secteur, en termes d'emploi, pourvoyeur d'emploi, c'est les activités scientifiques et techniques et services administratifs et de soutien. Ensuite, en deuxième position, c'est l'hébergement et la restauration, et en troisième position, la construction. Après, on vous a mis, les autres secteurs d'activité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Monaco est un pays atypique, puisque c'est le seul pays au monde qui compte plus de salariés finalement que d'habitants, puisque, nous avons, 56 871 salariés au 31 décembre 2019 pour environ 38
résidents. Donc Monaco est un bassin d'emploi pour toute une région puisqu'on part du Var jusqu'en Italie. Au niveau des nationalités, le lieu de résidence donc de nos salariés, hein, sans surprise, c'est, la France avec, 41 345 salariés. Pour Monaco, ça représente 6 869 résidents et pour l'Italie, 4 481. Alors non connus, c'est pas qu'on ne sait pas, c'est qu'ils sont en cours d'immatriculation donc au moment où on a fait les statistiques, on n'avait pas la nationalité, de ces personnes-là. Donc 78 finalement de la population salariée est française. Au niveau des nationalités, on peut dire que, nous avons une population, salariée, cosmopolite, puisqu'à Monaco, on a à peu près, 140 nationalités différentes. Et bien sûr, c'est bien les Européens qui ont la première place puisque les Européens, toutes nationalités confondues, représentent 90 de la population salariée, si on prend les Français, les Italiens et les autres Européens. Concernant les monégasques, ils représentent, 1,89 de la population salariée. En 2019, on a traité 34 233 offres d'emploi. Donc c'est un chiffre, assez important. C'est à peu près bon, il y a une petite légère augmentation par rapport à l'année précédente de 0,4. Il faut savoir qu'à Monaco, on a aussi une saisonnalité des activités. Généralement, le mois de novembre est le mois le plus calme en matière d'emploi. Par contre, à partir du mois de mars, le mois de mars est le point culminant puisque c'est à partir de ce moment-là que se prépare la saison touristique avec, notamment le Tennis Master. En 2019, par mois, le nombre d'offres d'emploi, c'est entre 1 846 offres d'emploi traitées mensuellement et 3 359. Voilà pour ce qui concerne les chiffres de l'activité économique, en principauté, voilà, c'était vraiment pour vous donner un ordre d'idée du nombre d'emplois, du nombre d'entreprises, du nombre d'offres d'emploi, enfin de l'activité finalement de la direction du travail. On va aborder donc maintenant la 3e partie, donc la politique en faveur de l'emploi. Donc il faut savoir que, la principauté a une politique quand même favorable en faveur de l'emploi et que c'est quelque chose d'important. Donc Morgane va vous en parler un petit peu plus précisément. Merci Magali. Alors, dans le cadre de sa politique en faveur de l'emploi, la direction du travail s'est notamment fixé 3 objectifs. Favoriser le dialogue social, contribuer à la rénovation du cadre légal et lutter contre le travail dissimulé. Alors, favoriser le dialogue social, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire et déjà, qu'est-ce que c'est que le dialogue social? De manière générale, le dialogue social, c'est tout ce qui va favoriser la compréhension entre les différentes composantes d'une société. Pour ce qui nous concerne, nous, le dialogue social, il va inclure tout ce qui est négociation, consultation ou simplement échange d'informations entre les représentants du gouvernement, les représentants des employeurs et ceux des salariés, selon des modalités qui peuvent être diverses et variées, sur des questions économiques et sociales qui ont un intérêt commun. Alors, pourquoi œuvrer en matière du dialogue social? Tout simplement parce qu'il a été prouvé que le dialogue social, c'est le garant d'une stabilité économique et sociale et d'un environnement sain. Et c'est la raison pour laquelle, en vertu des missions qui nous sont confiées, jouer ce rôle de favorisateur du dialogue social, c'est quelque chose de très important. Ensuite vient la rénovation du cadre légal. Alors, la rénovation du cadre légal, elle peut intervenir sous 2 formes. La première de ces formes, c'est tout simplement par la création de nouveaux textes. Vous l'avez peut-être déjà constaté, ou alors vous ne tarderez pas à le constater, l'arsenal juridique monégasque est relativement ancien. Nos textes, ce sont des textes assez vieux, qui ont été faits dans certaines circonstances, certaines conjonctures qui ne sont
Pas forcément au goût du jour, parce que les intérêts en 2021 ne sont pas forcément les mêmes qu'en 1956. C'est la raison pour laquelle nous avons fréquemment de nouveaux textes qui sortent et qui sont véritablement ancrés dans la réalité de notre siècle. Pour en citer que quelques-uns, on va avoir un texte sur, par exemple, la lutte contre le tabagisme, avec des dispositions propres applicables dans les sociétés. Et on va avoir également, par exemple, en 2017, la loi contre le harcèlement, le chantage sexuel et la violence au travail. L'autre pendant de la rénovation du cadre légal, alors, je vous ai dit, on peut passer par la création de textes, mais on peut passer tout simplement par l'évolution d'un texte existant. C'est-à-dire qu'un texte, on peut le lire de manière différente en fonction du contexte dans lequel on l'inscrit. C'est notre rôle aussi d'utiliser les textes qu'on a, qui sont globalement très bien faits, pour parfois les adapter et leur offrir une nouvelle lecture à l'aune donc du siècle dans lequel on vit. Enfin, en ce qui concerne la lutte contre le travail dissimulé, on est véritablement sur l'une des missions phares de la direction du travail, puisque on part tous du postulat que le travail dissimulé est une relation perdant-perdant. Tous les acteurs, quels qu'ils soient, sont perdants dans un phénomène de travail dissimulé. Les employeurs, tout d'abord, parce que ça va les confronter à une situation de concurrence déloyale. Les salariés, puisque ça va les placer dans une situation de précarité. L'État, dans la mesure où les normes et règles qu'il édicte ne sont pas respectées. Et enfin, je vais même inclure les caisses sociales qui, de manière très pragmatique, ne vont pas avoir de charge sociale sur ces salariés. Et donc, il y a un manque à gagner d'un point de vue financier. Donc, voilà un petit peu les grands chantiers de la direction du travail. Et je vous laisse poursuivre avec Philippe. Hop, merci Morgane. Je vais donc du coup aborder donc cette fois-ci donc politique donc en faveur de l'emploi concernant donc le service de l'emploi. Donc comme je vous ai précisé donc du coup en début de présentation, donc il y a un pôle donc placement des demandeurs d'emploi donc au sein du service et donc ce pôle donc est constitué de différentes cellules donc qui ont des missions donc du coup différentes. Première cellule que je vais vous présenter, donc c'est la cellule emploi jeune, donc qui est rattachée donc du coup au service de l'emploi, qui a été créée en 1999 et qui concerne donc du coup le suivi des jeunes de 16 à 26 ans qui sont donc du coup de nationalité monégasque ou résidant donc à Monaco ou en commune limitrophe, mais ayant fait donc du coup leur scolarité en principauté. Donc cette cellule donc, du coup est gérée aujourd'hui donc par Madame Sandra Lefranc qui va donc du coup aider donc ces jeunes dans le cadre de la recherche d'un premier emploi. Ça peut être aussi dans le cadre d'un job d'été, d'une alternance. Donc ça, je reviendrai un petit peu plus tard dans la présentation en détail, mais également donc, du coup dans la recherche d'un stage. Il faut savoir donc du coup que les stagiaires donc du coup au sein d'entreprise sont soumis donc du coup à simple déclaration et autorisation du service de l'emploi, mais ils ne sont pas soumis donc du coup à un permis de travail. Pour vous donner quelques chiffres concernant du coup la cellule emploi jeune, c'est à peu près donc du coup 680 jeunes par an, donc un peu plus de 500 jeunes dans le cadre donc, du coup d'une recherche d'un emploi. Un peu plus de 80 donc, du coup pour la recherche d'un contrat d'apprentissage, donc d'une alternance, et une cinquantaine de jeunes donc, du coup pour la recherche d'un stage. Le rôle aussi donc du coup de Madame Lefranc, donc en charge de la cellule emploi jeune, c'est également aussi donc un rôle de prospection puisqu'elle va donc du coup aussi donc aller vers les employeurs et entreprises donc du coup de la principauté pour vraiment donc du coup amener donc du coup le principe donc du coup de stage et d'alternance aussi donc du coup à Monaco pour pouvoir donc placer donc du coup ces jeunes donc du coup entreprises. Donc vraiment sensibiliser au final les entreprises en principauté sur l'alternance et les stages. Et donc bien sûr donc le suivi personnalisé de ces demandeurs d'emploi. L'autre cellule que nous allons évoquer est la cellule d'aide à l'insertion des monégasques et enfants du pays, donc qui a été créée en 2010 et qui est également donc du coup rattachée au service de l'emploi, qui aujourd'hui donc c'est Madame Cynthia Huguetto qui est en charge donc, du coup de cette cellule et elle va donc concerner donc tous les monégasques et résidents donc du coup qui
et enfin du pays, pardon, de plus de 26 ans, donc tout niveau de formation confondu, pour donc du coup dans leur recherche d'un emploi. Donc cette cellule donc du coup concerne à peu près 250 personnes par an. La dernière cellule donc du coup que je vais évoquer, c'est la cellule d'insertion des diplômés, dite la CID. Donc cette cellule par contre est rattachée donc à notre département de tutelle qui est le département des affaires sociales et de la santé. Donc aujourd'hui donc c'est madame Muriel Bubio qui est en charge donc du coup de cette cellule. Donc elle va donc du coup, concerner les jeunes monégasques et résidents du coup qui, ont un minimum donc du coup de bac+2 et dans la recherche donc du coup d'un premier emploi. La particularité donc du coup de cette cellule, c'est que donc madame Bubio va vraiment donc, signer et convenir donc du coup de différents protocoles et partenariats avec donc du coup les entreprises de la principauté qui vont donc s'engager à, recruter un certain nombre de jeunes sur une période donnée. Voilà. Je vais ensuite donc du coup passer à différents donc du coup aides au recrutement que nous avons mises en place au sein donc du coup du service de l'emploi et de la direction du travail de manière plus générale. Donc ce sont des aides financières que nous avons mis en place donc du coup pour favoriser la réinsertion professionnelle de nos demandeurs d'emploi. Donc la première aide donc c'est le remboursement des charges sociales patronales. Donc qui est, mise en place donc suite à une, création de poste ou, suite donc du coup à un départ à la retraite sur une embauche donc du coup en CDD minimum de 2 ans ou un CDI. Donc elle peut être mise en place donc du coup donc suite à l'embauche d'une personne de nationalité monégasque ou résidant donc à Monaco ou en commune limitrophe qui sont inscrits depuis plus d'1 mois, au sein du service de l'emploi. Et donc, ce remboursement, donc c'est un remboursement intégral des charges sociales patronales, donc à trimestre échu sur une période donnée. Donc c'est un engagement aussi, hein, qui est fait entre l'entreprise et la direction du travail, hein. L'autre aide donc du coup au recrutement que nous proposons donc aux entreprises est le stage de pré-embauche, donc qui va se traduire donc du coup par une formation, préalable à l'embauche sur, une durée de 3 mois, donc la durée donc du coup équivalente à une, période d'essai. Donc durant cette période, le salarié donc du coup qui est donc un candidat donc considéré comme prioritaire, toujours inscrit donc du coup auprès de notre service, va donc du coup percevoir donc une aide de l'État et donc sans participation financière au final de l'entreprise. Donc c'est vraiment donc le service de l'emploi qui va donc du coup, donner donc verser un pré-salaire donc du coup à ce salarié pendant donc toute la période de ce stage de pré-embauche pour, pouvoir donc réaliser la formation au sein de notre entreprise. Donc le but au final donc c'est que l'employeur puisse donc à l'issue de cette formation engager donc du coup l'intéressé à minima sur un CDD de 6 mois, voire donc du coup un CDI. Bien sûr, si en effet donc du coup il y a une embauche derrière sur un CDI, l'employeur donc du coup pourra également bénéficier du remboursement des charges sociales patronales pendant une période donnée. Dernière aide donc du coup financière concerne donc du coup le contrat d'apprentissage. Donc je vais donc du coup vous présenter un peu plus, en profondeur juste après. Donc pour le contrat d'apprentissage, l'employeur donc du coup doit payer pardon les frais de scolarité, qui sont dus justement concernant l'alternant. Donc si jamais l'employeur engage un apprenti qui a inscrit auprès de notre service, auprès de la cellule emploi jeune et qui est donc, nationalité monégasque ou, résident donc, en commune limitrophe ou en principauté ayant déjà fait sa scolarité à Monaco, nous pouvons donc rembourser les frais de scolarité de 50 à 100 Voilà, donc il faudra donc nous transmettre après donc la facture justement acquittée des frais de scolarité pour qu'on puisse justement mettre en place ce remboursement. De la même manière, si jamais, un recrutement est fait à l'issue du contrat d'apprentissage, un remboursement des charges sociales patronales peut être donc du coup mis en place aussi, si jamais donc un recrutement est fait pour un CDD de 2 ans minimum ou un CDI. Donc ça, ce sont toutes les différentes aides financières que nous mettons en place donc du coup pour vraiment favoriser la réinsertion professionnelle de tous nos demandeurs d'emploi qui sont inscrits auprès de notre service.
Donc, comme je vous ai dit, je souhaitais donc parler un petit peu plus donc du contrat d'apprentissage en principauté, puisque la cellule Employeur Jeune souhaite vraiment donc mettre en avant donc ce recrutement et cette procédure. Donc la formation en alternance ou contrat d'apprentissage à Monaco est régie donc du coup par la loi 1341 du 3 décembre 2007. Et donc un contrat d'apprentissage est un contrat de travail spécial par lequel donc, du coup l'employeur s'oblige à donner ou à faire donner donc du coup une formation professionnelle, donc rémunéré, à un apprenti qui donc lui en retour s'engage donc à poursuivre donc, du coup cette formation professionnelle et on s'engage aussi donc à poursuivre une formation théorique donnée donc du coup par l'établissement d'enseignement dont il dépend. Donc le contrat d'apprentissage vise les jeunes de 16 à 26 ans. Donc toute la mise en place de ce contrat est suivie donc par la cellule emploi jeune, donc Madame Lefranc actuellement. Et c'est vraiment voilà, après je vous invite donc du coup à regarder donc la loi 1341 pour voir toutes les dispositions, notamment par rapport aux particularités par rapport au maître d'apprentissage et par rapport à toutes les garanties donc du coup que l'entreprise s'engage donc à donner par rapport à l'apprenti. Mais il y a donc du coup beaucoup d'avantages autant pour l'entreprise que pour le jeune. Pour l'entreprise d'une part, puisque l'employeur va vraiment donc former et initier donc du coup le jeune à ses méthodes de travail et vraiment à la culture de l'entreprise pour pouvoir donc du coup vraiment l'évaluer donc du coup dans sa progression et donc éventuellement donc du coup le recruter à l'issue donc du coup de son contrat d'apprentissage. Et donc du coup pour le jeune, puisque à l'issue donc de ses études et à l'obtention de son diplôme, le jeune donc du coup aura déjà donc une expérience professionnelle et pourra donc même éventuellement, si le contrat d'apprentissage s'est bien passé, être recruté directement à l'obtention de son diplôme. Donc nous allons donc du coup désormais passer à la 4e partie pour évoquer donc du coup avec vous quelques actions justement que la direction du travail et ses services ont mises en place pour offrir donc du coup des services justement à vous en tant qu'employeur. Donc je vais commencer donc du coup par les services donc donnés donc par le service de l'emploi. Donc toujours dans le cadre de la transition numérique, nous avons mis en place donc du coup plusieurs téléservices disponibles donc du coup dès maintenant hein, pour vous. Donc premier téléservice, c'est dans le cadre du dépôt d'une offre d'emploi. Donc c'est sous simple création d'un compte, vous pouvez donc après par la suite déposer en ligne donc du coup une offre d'emploi et garder tout un historique justement de toutes vos offres d'emploi donc du coup déposées. Par contre, vous n'avez pas la main sur ces offres d'emploi. Vous ne pouvez pas annuler ni modifier une offre d'emploi déposée. Nous avons mis en place donc, du coup également un téléservice dans le cadre de la déclaration d'un stagiaire. Donc comme je vous précisais, hein, donc le stagiaire n'est pas soumis à un permis de travail, mais la présence d'un stagiaire au sein d'une entreprise doit tout de même être autorisée par la cellule emploi jeune et par le service de l'emploi. Donc vous avez donc la possibilité, donc à travers ce téléservice, de soumettre la convention de stage et toutes les informations concernant le stagiaire directement pour validation auprès de la cellule emploi jeune, où vous recevrez directement après simplement une autorisation par email. Nous avons également donc mis en place un téléservice. Bon, là c'est dans un autre cadre, mais c'est dans le cadre donc, du coup d'un détachement d'un salarié de moins de 3 mois pour les entreprises donc françaises ou italiennes. Ça c'était juste pour information. Et le dernier téléservice, c'est dans le cadre d'une demande d'embauchage de personnel de maison. Donc de la même manière que pour une offre d'emploi, de soumettre donc du coup votre demande en présentant donc du coup directement cette fois-ci le salarié que vous souhaitez donc du coup recruter, puisque pour le personnel de maison, il n'y a pas de priorité à l'emploi qui s'applique. Donc voilà, donc là je vous ai présenté donc du coup donc vous avez donc le lien et le site où vous pouvez justement retrouver donc tous ces téléservices que nous vous proposons. Donc vous pouvez passer également aussi directement par le portail du gouvernement hein, www.gouv.nc et vous avez justement en haut à droite le petit onglet service public entreprise où après par la suite vous retrouvez sur le côté droit donc toutes les démarches que vous pouvez faire directement en ligne à travers les différents téléservices que nous proposons. Voilà. Donc après, donc,
ça c'est pour le dépôt d'une offre d'emploi. Donc, comme je vous ai dit, voilà, c'est quelque chose de très intuitif, très simple compte à créer. Et après, vous pouvez donc directement nous soumettre toutes les informations donc, que nous sollicitons pour le dépôt d'une offre d'emploi. Je vais donc de nouveau laisser la parole cette fois-ci à Monsieur Borgia pour concernant les téléservices relatifs à l'inspection du travail. Merci Philippe. Alors j'espère que le micro fonctionnera un peu mieux parce qu'apparemment il a eu tendance à faire des siennes. Alors, pour les téléservices qui concernent l'inspection du travail, ils sont au nombre de 6. Vous n'en voyez que 5 sous vos yeux, tout simplement parce que le 6e est relatif au CTTR, au chômage total temporaire renforcé, que je vais volontairement laisser de côté. Mais si jamais il devait y avoir des questions sur cette thématique, il n'y a pas de problème, on peut tout à fait y répondre. Je me concentre donc sur les 5 autres téléservices qui ont été mis en place par le service de l'inspection du travail et qui concernent en fait des dérogations qui peuvent être accordées par un inspecteur du travail uniquement à certaines dispositions légales. Le premier de ces téléservices concerne donc les demandes de dérogation au principe du repos dominical, puisqu'à Monaco, il y a un jour de repos hebdomadaire et ce jour de repos est en principe donné le dimanche. Lorsque l'on souhaite pouvoir faire travailler ses salariés un dimanche, sauf pour certains types d'activités qui sont listées dans une ordonnance souveraine, il faut demander une dérogation à un inspecteur du travail via le téléservice qui a été mis en place. Pour vous donner un exemple, vous avez probablement déjà tous entendu parler du Monaco Sunday Experience durant la période estivale qui consiste à inciter les boutiques et les commerces de détail de la principauté à ouvrir. Tous ces commerces de détail passent par ce téléservice justement pour demander les dérogations qui leur permettent d'ouvrir. La deuxième dérogation concerne la durée du travail. En effet, en matière de durée du travail, il y a des seuils qu'en principe on ne peut pas franchir. Cela étant, sur dérogation accordée par un inspecteur du travail qui apprécie les motifs invoqués par l'employeur et validés ou pas par ses délégués du personnel ou ses salariés, on peut vous accorder un certain nombre de dérogations pour dépasser les seuils légaux. Donc, pour vous donner juste une idée, en principe, on ne peut pas dépasser le seuil de 10 heures par jour. Avec une dérogation, on peut atteindre 12 heures. On ne peut pas dépasser 46 heures par semaine. Avec une dérogation, on peut aller jusqu'à 60 heures par semaine. Pour le téléservice qui est relatif aux jours fériés légaux, je vous rappelle qu'à Monaco, il existe 12 jours fériés légaux. Techniquement, ces jours sont chômés, c'est-à-dire qu'on ne doit pas travailler. Cela étant, on peut demander une dérogation pour pouvoir faire travailler ses salariés, moyennant une contrepartie financière ou en termes de récupération, ces fameux jours. Il y a cela étant 4 jours qu'on appelle un peu les 4 jours sacrés, qui en principe, eux, ne font l'objet d'aucune dérogation. Ce sont donc le 1er janvier, la fête du travail le 1er mai, la fête de Monseigneur et enfin la Noël. Pour pouvoir avoir des dérogations sur ces 4 jours, il faut vraiment appartenir à certains secteurs d'activité qui ne peuvent pas se permettre de suspendre leur activité, notamment on pense aux secteurs d'activité qui sont liés au marché financier. Enfin, pour les 2 derniers téléservices, juste une petite aparté, tout à l'heure je vous disais qu'on a des textes qui sont parfois anciens et qui ont été adoptés à une époque où les considérations étaient très différentes. Si on regarde les 2 derniers téléservices, on peut constater qu'ils ne concernent que les femmes, tout simplement parce qu'en droit monégasque, on a encore des différences entre les droits qui peuvent être accordés aux femmes et les droits qui peuvent être accordés aux hommes. Par exemple, le fait que les femmes n'ont, dans certains secteurs d'activité, pas le droit de travailler la nuit, sauf à obtenir une dérogation d'un inspecteur du travail. De même, une différence entre les hommes et les femmes qui, cette fois-ci, est en faveur des femmes. Les femmes ont droit à Monaco, dans leur journée de travail, à une pause de minimum 1 heure, là où les hommes n'ont aucun droit en matière de pause. Cela étant, il y a de plus en plus de femmes qui trouvent qu'1 heure de pause dans la journée, c'est parfois beaucoup en fonction de la nature du travail réalisé, et qui vont donc demander une dérogation par le biais de leur employeur pour réduire cette pause et souvent pouvoir finir éventuellement un petit peu plus tôt leur journée de travail. Donc voilà globalement les 5 téléservices qui peuvent
par lequel vous pouvez demander des dérogations. Donc, à l'instar de Philippe Rose, donc vous avez ici le lien qui vous permet de rejoindre la page du service public Espace Entreprise. Ensuite, vous avez juste, donc en fait, ce sont des captures d'écran de ce que vous allez rencontrer lorsque vous allez vouloir demander des dérogations. Voilà, là, vous avez toute la rubrique relative à la réglementation du travail, où vous allez retrouver ces différentes dérogations. Et donc, je vais recéder la parole à Madame Imberti. Alors, on va terminer par le forum de la formation en alternance et la rencontre des métiers de la banque, puisque chaque année, depuis, je crois que c'est 2007, la première rencontre des métiers de la banque et de la finance qui a lieu. Donc, on a chaque année un forum qui nous permet donc de recevoir, généralement ce sont des jeunes qui viennent se renseigner sur les formations en alternance, où ils pourront retrouver aussi bien des écoles de la région qui proposent justement de suivre une formation en contrat d'apprentissage, et aussi nos partenaires au niveau des entreprises qui recrutent régulièrement donc des apprentis. Et en parallèle, on a un focus sur tous les métiers de la banque et de la finance, puisqu'on a mis en place également en 2007 un diplôme de banque en alternance au sein de la principauté, avec l'association monégasque des activités financières, pour coller au mieux en fait aux besoins des banques en matière de personnel. Et la journée se clôture, enfin le forum se clôture par la remise des trophées d'apprentissage pour remercier une entreprise et un apprenti qui s'est particulièrement distingué pendant l'année. Et enfin, oui, on a également, ce qui est important, puisque tout à l'heure on parlait de collaboration avec des organismes extérieurs aussi à la principauté. On rencontre régulièrement nos collègues français et italiens pour discuter de problématiques en matière d'emploi. Alors j'espère que les présentations ont été claires. Je vois qu'il y a quelques questions. Je crois que c'est Cédric qui a un petit peu recensé toutes les questions. En tout cas, nous vous remercions pour votre écoute. Sachez donc, je le répète, que l'ensemble du personnel et des équipes de la direction du travail sont à votre écoute. N'hésitez pas à nous contacter. C'est un peu compliqué à certains moments de nous avoir. On est en train de revoir peut-être l'accueil téléphonique pour orienter les appels en fonction des besoins. On est en train d'y travailler, puisqu'avec l'actualité, malheureusement, l'actualité, on a quand même pas mal d'appels pour ce qui concerne notamment le chômage total temporaire renforcé, et le télétravail, enfin le travail à distance qui est rendu obligatoire. Donc voilà, et puis il y a également, Morgane tout à l'heure a parlé du téléservice pour le chômage total temporaire renforcé. On a une ligne aussi spéciale, je crois que c'est le 98 98 93 15 me semble-t-il. Peut-être Morgane va pouvoir valider, je crois que je pense bien que c'est celle-ci. Donc voilà, n'hésitez pas à nous appeler. Nous sommes plusieurs à répondre sur cette ligne. Voilà, donc OK, merci Morgane, c'est bien ça. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, et puis voilà, on a aussi des adresses mail, aussi bien pour l'emploi que pour l'inspection du travail et la direction du travail. Mille merci Magali, et mille merci également à Morgane et à Philippe. C'était dense, beaucoup d'informations. J'espère que ça a pu aider justement beaucoup de monde. Alors je vous invite en effet à passer sur la partie questions-réponses. Alors on a pas mal de questions, donc je vais les prendre et je vais les publier. Normalement, ça s'affiche. Si j'appuie ici. Alors peut-être la première question qui concerne la préférence nationale. Donc la préférence nationale s'applique-t-elle aux stagiaires et alternants? Donc en fait, Philippe vous a parlé de la cellule emploi jeune qui est en relation fréquente, régulière avec les employeurs de la principauté, et qui essaye effectivement de placer en priorité, comme aussi bien pour les stages que pour les contrats d'apprentissage, forcément nos jeunes prioritaires, que ce soit les résidents monégasques au sens large et les jeunes des communes limitrophes qui ont une scolarité à Monaco.
effectivement, on essaye de faire en sorte que si on a des profils à proposer en fonction des besoins aux entreprises, on va bien sûr les proposer, en priorité. Après, ça n'empêche pas bien sûr de prendre un stagiaire avec convention de stage, puisque je crois qu'il y a une autre question sur les stages. Oui, j'en ai vu passer une Voilà. après. Qui dit: «Est-ce qu'il y a besoin d'avoir une convention pour faire un stage à Monaco?» Oui, la réponse est oui. Sans convention D'accord. de stage, on ne peut pas effectuer de stage, à Monaco et le stage est réglementé aussi, voilà. Il existe un téléservice aussi pour ça, donc il faut pas hésiter à passer par le téléservice. C'est assez rapide pour avoir une réponse. Très bien, Et c'est pour plus les clair. alternants, oui, un alternant, c'est quand même un salarié, donc voilà, on a des jeunes qui cherchent de l'alternance, donc effectivement, on va appliquer, la priorité. Considéré comme salarié. Très bien. Voilà et puis surtout J'appuie que sur. si on prend un prioritaire, on a une aide, à la formation, hein, ce qui peut coûter assez cher pour un D'accord. employeur. Si vous prenez un alternant qui habite Nice et qui n'a jamais, suivi de scolarité à Monaco, eh ben, Mhm. il n'aura pas d'aide, sur D'accord. sur les frais de formation. Il n'aura pas l'aide. Très bien. Alors, une nouvelle question de Or. Je vais peut-être prendre du coup la question. Alors, donc, si l'on souhaite embaucher une personne étrangère non limitrophe, y a-t-il une possibilité ou même avec l'autorisation de travail, on peut devoir prendre un monégasque ou un résident à la place? Alors, moi, comme j'ai précisé, donc du coup, nous avons 4 jours francs donc, pour vous présenter donc tous les candidats prioritaires. Nous, tout ce que l'on demande, c'est d'avoir un retour objectif et complet en fait sur tous ces candidats prioritaires. Après, bien sûr, on l'entend que tous les candidats que l'on présente ne correspondent pas vraiment du coup à la demande. Voilà. Donc après, vous pouvez donc présenter donc vous après derrière un candidat de votre choix qui soit prioritaire ou non. Voilà. Après donc en effet, il faudra donc du coup, dans tous les cas que cette personne, peu importe sa nationalité, justifie après donc, bien sûr de documents pouvant du coup lui permettre de travailler en principauté. Notamment pour les personnes de nationalité extra-communautaire, cette personne du coup devra justifier d'un titre de séjour l'autorisant à travailler bien sûr, hein. Mais voilà, mais on est vraiment du coup à l'écoute. Tout ce qu'on nous demande vraiment ce sont du coup des échanges avec nos services au final, pour pouvoir donc répondre au mieux à votre demande. Et après, donc bien sûr, vous avez tout à fait la possibilité de recruter une autre personne, hein. Alors juste une précision peut-être sur sur l'autorisation de travailler, en France, enfin la carte de séjour française autorisant une personne à travailler. Il faut qu'elle soit, éditée par la préfecture des Alpes-Maritimes. Mmh. Attention, D'accord. une personne étrangère qui est autorisée à travailler, mais qui a eu cette autorisation à Paris ou à Marseille, ne peut pas travailler à Monaco tant qu'elle n'a pas l'autorisation de la préfecture des Alpes-Maritimes. Important parce qu'on a souvent le cas et les employeurs comprennent pas en disant: «Oui, mais elle a l'autorisation de travailler», mais pas dans les Alpes-Maritimes. D'accord. Voilà. Très bien. Merci pour cette précision. Alors, une autre question de Valentine. Le permis de travail fait-il office de contrat de travail? Alors ça, je pense que ça relève plutôt de mon côté. Alors, à Monaco, la seule obligation légale, c'est celle de disposer d'un permis de travail délivré par le service de l'emploi. Il n'existe aucune obligation légale, ni même aucune règle, de disposer d'un contrat de travail au sens français du terme. Maintenant, il est fréquent dans certains secteurs d'activité, je pense notamment à la banque, de mettre en place des contrats de travail pour une raison très simple, c'est que les informations qui sont contenues sur un permis de travail sont relativement limitées. Or, on sait que dans certains secteurs d'activité, il y a énormément de clauses contractuelles. Je pense à des clauses de confidentialité, je pense à des clauses de non-concurrence. Il en existe vraiment un nombre important. Donc, pour répondre de manière très simple à la question, non, pas d'obligation d'avoir un contrat de travail si je dispose d'un permis de travail, c'est amplement suffisant. L'inverse n'est pas vrai. Je ne peux pas avoir un contrat de travail si je n'ai pas de permis de travail. Ce n'est pas parce qu'un employeur fait un contrat de travail qu'il aura d'office le permis de travail équivalent. Le sacro-saint, c'est le permis de travail. Et à la suite de ça, je peux ou pas préciser avec un contrat de travail. Très bien. Merci beaucoup, Morgane. Une nouvelle question de dehors. En travaillant à l'international, si j'ai besoin d'engager à l'étranger, dois-je faire des déclarations à Monaco ou uniquement à l'étranger?
Alors, en matière de droit du travail, et ça s'applique, alors, tout dépend de quel international vous parlez. Pour ce qui est de l'Europe, en Europe, en droit du travail, le droit applicable est le droit du lieu où s'effectue la prestation. Donc, si vous êtes, par exemple, en Angleterre et que vous avez un salarié qui travaille exclusivement sur le sol anglais, il relèvera du droit du travail anglais, devra donc disposer d'un contrat anglais. C'est valable pour la plupart des pays d'Europe et je pense, sans trop m'avancer, que c'est également applicable dans pas mal de pays également, Asie et États-Unis. Très bien, merci beaucoup. Une question sur la jeunesse. Que fait-on pour aider nos jeunes à trouver du travail pour pouvoir faire des stages en entreprise? Question de Joe. Alors, bon, je prends la question, je pense que Philippe pourra peut-être compléter. On vous a parlé de la cellule emploi jeune, hein, qui est à l'écoute des jeunes justement, qui reçoit les jeunes, qui les inscrit, qui les suit, qui a encore, enfin, qui apporte des conseils personnalisés. Donc, déjà il y a tout ce travail-là, même pour les orienter, quelquefois on peut faire des bilans de compétences aussi pour certains qui se cherchent un petit peu. Donc c'est tout ça, c'est mis en place par la cellule emploi jeune. Et pour pouvoir faire des stages en entreprise, c'est la même chose. Donc, madame Lefranc, heu, inscrit donc, les jeunes qui souhaitent, trouver un stage en principauté et bien sûr va aller, frapper à la porte des entreprises, pour voir justement si, ils peuvent prendre, nos jeunes en stage. Avec convention, je précise et je redis. Avec convention. Très bien. Question concernant plutôt l'emploi. Comment tester les capacités d'une personne sans être obligé de passer, je suppose, par le CDI, CDD, qui est... Il y a une période d'essai déjà, hein, dans Voilà. les contrats, donc la période d'essai. Après, si vous pensez que la période d'essai est trop courte, vous pouvez aussi passer par l'intérim pour tester une personne, hein, ça peut être aussi, une possibilité. Et vous avez, on a parlé tout à l'heure pour les jeunes du stage de pré-embauche de 3 mois, qui peut être aussi une possibilité de tester un D'accord. jeune justement et de voir alors si le but étant de le recruter derrière, hein, quand on met en place un stage de pré-embauche, mais si ça fonctionne pas du tout, ben, on arrêtera, ce stage de pré-embauche. Voilà, juste Je pour me ajouter permets, notamment donc du oui. coup, enfin avec la crise sanitaire donc du coup, on a notamment donc étendu le stage pré-embauche puisque ce n'est pas uniquement dans le cadre de l'embauche d'un jeune, hein, c'est vraiment donc du coup pour, tout demandeur, peu importe donc du coup son niveau ou son âge. Voilà, le tout voilà, c'est que cette personne donc du coup, bénéficie donc d'une aide financière de l'État De et Monaco, voilà donc ouais. de Monaco, oui. Donc voilà, c'est Il grâce à faudra ça aussi que vous pouvez donc pouvoir donc voir un peu les capacités de la personne et même éventuellement la former. le stage de Très bien. pré-embauche étendu, c'est jusqu'au 30 juin, pour l'instant 30 juin, 2021. Ouais. D'accord. Alors, en complément de ces informations, quand on parle de tester les capacités d'une personne sans être obligé de passer par le CDI, CDD, en effet, la logique veut qu'on passe toujours par ce qu'on appelle donc une période d'essai qui, juridiquement, est vraiment faite pour tester les compétences d'une personne. C'est écrit noir sur blanc dans la loi ad hoc. Sachez qu'une période d'essai est à Monaco de maximum 3 mois. Vous ne pourrez pas renouveler une période d'essai sur un poste équivalent au-delà de 3 mois. Par contre, si la période d'essai sur un poste X de 3 mois n'est pas concluante, vous avez la possibilité de proposer une nouvelle période d'essai sur un poste qui serait différent. Mais voilà, après, attention, pas de période d'essai de 6 mois, comme on peut parfois le voir dans certains contrats de travail. Merci pour la précision. Question concernant les droits à la formation. Alors, existe-t-il pour le salarié un droit à la formation? Alors, il n'y a aucune obligation à Monaco de former, ses salariés, effectivement. Il y a rien qui oblige un employeur, donc il n'y a pas de droit à la formation, à Monaco, Très pour bien. un salarié en tout cas. Alors, une question dehors, je pense que je prendrai la main sur la rediffusion de la vidéoconférence. Si on a raté une partie, la vidéo est enregistrée et les personnes qui étaient enregistrées, qui n'ont pas pu le voir intégralement, peuvent nous contacter, on peut leur envoyer justement individuellement, si besoin. Question de Maxime, maintenant.
Voilà. Dans le cas d'une activité administrative en principauté et une activité logistique en France, les salariés qui travaillent sur le sol français sont-ils considérés comme des salariés monégasques? Alors, là, on est sur une question assez technique, merci de la poser. Concrètement, comment ça fonctionne? Comme je vous le disais tout à l'heure, la logique juridique veut que c'est le droit du sol qui s'applique, c'est-à-dire que c'est l'endroit où j'effectue ma prestation, c'est le droit de ce pays-là qui va s'appliquer à moi. Maintenant, on a un certain nombre d'activités, je pense notamment au transport, où on a des sièges sociaux à Monaco avec des salariés qui en réalité font de la route, et donc à Monaco, dans nos 2 km², ils n'en font pas beaucoup, et donc ils sont principalement en France. Jusqu'à présent, ce système, il fonctionne, c'est-à-dire qu'on va avoir des salariés de droit monégasque qui passent pour autant la majorité de leur temps en France. Si c'est une situation qui fonctionne pour l'instant, on est quand même obligé de ne pas occulter le fait qu'attention, si un salarié venait à se plaindre, par exemple, en estimant que pourquoi il relève du droit monégasque alors qu'il fait 80, 90, voire 100% de son temps de travail à Monaco, il pourrait éventuellement, par les juridictions françaises, obtenir la requalification de son contrat pour obtenir un contrat français. La question en droit, elle n'est pas tout à fait réglée, hein. C'est un sujet qui est vraiment technique et qui donne encore aujourd'hui à la direction du travail beaucoup de sujets, justement parce que voilà, la logique veut que c'est le droit de l'endroit où je travaille qui s'applique. Pour autant, il y a des secteurs d'activité qui ne peuvent pas entièrement se réaliser en principauté de Monaco. Nous, on a un regard relativement bienveillant sur ces sociétés puisqu'on est en interne, donc on sait comment ça fonctionne. Pour autant, je ne peux pas vous dire que c'est tout blanc ou tout noir, parce qu'en réalité, de l'autre côté de la frontière, on peut avoir des agents, notamment de l'inspection du travail française ou des juridictions françaises, qui pourraient estimer qu'il y aurait lieu à une requalification des contrats de travail. Parfait, merci beaucoup. C'était notre dernière question. Eh bien, du coup, merci à toutes et à tous pour votre participation, pour votre écoute, et merci du fond du cœur à Magali, Morgane et Philippe pour ce soir, pour votre disponibilité. J'espère que c'est beaucoup plus clair pour les personnes qu'on a pu éclairer. Et du coup, j'en profite pour souhaiter à tout le monde un rendez-vous la semaine prochaine, donc jeudi prochain, à 18h également, sur le 3e module. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Merci bien. Et vous recevrez donc dans le mail de remerciement le lien d'inscription pour le prochain module. Bonne soirée. Merci à toutes et à tous et une excellente soirée. Bonne soirée. Merci à tous. Au revoir. Merci.